Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Je rejoins, Benoît Dutrisac, mais également celle qui remplace Mario Dumont toute la semaine et que vous pourrez retrouver au retour également, Isabelle Maréchal. Bonjour à vous deux. Bonjour les amis, bon matin avec mon café. Salut. Ben, bon matin avec ton café. Là, ça va bien commencer un lundi. Tous nos problèmes vont être réglés parce que Monsieur Dutrisac a un nouveau c'est concept. Benoît qui nous règle ça. Benoît nous règle ça ce matin, là. Nouveau concept pour la ville de Montréal. Benoît, je sais à quel point tu as à cœur le sort de la métropole. Dis-nous donc ça ce matin. Ben écoutez, vous allez être déçus. Je vous l'annonce tout de suite. Parce que c'est une constatation plus qu'un concept pour résoudre des problèmes. Je regardais ça, puis dans la presse, on annonce que on commence la 2e semaine du campement à l'Université McGill. Là, tu dis, l'Université McGill a demandé à ce qu'on démonte le campement. Le premier ministre, pas Valérie Plante, elle est pas au courant de ce qui se passe. Mais le premier ministre dit, faudrait démonter le campement. Puis la police, rien. Il se passe rien. Là, je me disais, qu'est-ce qui se passe avec la police à Montréal? Le 1er mai, il y a eu du saccage, ils ont défoncé les vitrines, il y a eu une arrestation parce qu'il y en a un qui a bardassé un policier. Les vols de voitures, ça a pris la police de l'Ontario pour avoir des arrestations. Parce que la police, elle sait pas que ça passe par le port de Montréal. Là, tu sais, c'était quoi l'autre affaire? La violence dans le métro. Tu parles à la police, puis tu dis, on peut pas surveiller toutes les entrées, toutes les sorties, on est un peu débordé. Mais que fait la police de Montréal? Si ça prend la police d'Ontario pour régler les vols de voitures, puis ça prend des agents communautaires puis des ambassadeurs dans le métro de Montréal pour régler l'insécurité, puis t'as des bombes qui cassent tout, puis ils sont en toute impunité, puis on les attrape pas. On a leur image, on a leur vidéo, on a presque leur groupe sanguin, puis la police prend pas de les arrêter. Puis là, le premier ministre de l'université dit, le campement, ça suffit. À Los Angeles, ils l'ont démonté, le campement. La police est arrivée, puis a dit, là, ça suffit. D'ailleurs, on a des images, Jean-François, on peut vous montrer ça. L'excellent résultat du campement, ça, c'est à UCLA, l'Université de la Californie, à Los Angeles. C'est beau pour l'environnement, ça. Merci pour les vidanges, les amis. Ça va être pareil à Montréal, là. Ça va être une dompe pareille. Alors, que fait Fadi Daguerre? Que fait la police, à part d'être des touristes? Ben, c'est une bonne question, là. Vas-y, Isabelle. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a... Puis Fadi Daguerre est un peu le porteur de ballon de cette nouvelle image qu'on veut donner à la police, beaucoup plus communautaire depuis les dernières années, beaucoup moins interventionniste avec des bâtons puis des gaz lacrymogènes pour disperser les foules. Moi, je pense, Benoît puis Alex, que le problème là, qu'on a face aux manifestants comme ça, c'est que la police... Elle a peur d'intervenir. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a des policiers de Montréal qui ont peur d'intervenir dans certains secteurs. On pense entre autres à Montréal-Nord, en ce qui concerne les gardes, toutes les bandes criminalisées, les gangs de rue entre autres. Mais il y a aussi cette notion de dire aussi qu'à Montréal, on a beaucoup dit aussi que les policiers de Montréal avaient tendance à faire du profilage racial. C'est pas à leur avantage non plus, tout ce discours-là autour de ça. Et qu'il y a beaucoup de policiers qui disent, regarde, moi, je veux plus intervenir parce que ça risque de me retomber dessus. J'ai pas envie de me faire tirer des roches, littéralement. Je disais, moi, je suis d'accord avec toi, Benoît. La semaine dernière, on a vu les mêmes images. J'en ai parlé avec Mario, justement, dans un autre épisode. Puis, sincèrement, c'est décourageant. Tu te dis, mais ça prend quoi? Au moment où on pleure sur le sort des commerçants, où on dit comment ça se fait que les magasins ferment, comment ça se fait qu'à Montréal, ça a l'air de ce que ça a de l'air. Puis promenez-vous, puis là, vous allez voir avec les rues piétonnes. Si tu vas pas t'en pouvoir tout à l'heure, là, Benoît, là, des rues piétonnes, là, 11 quartiers piétonniers. Là. La vigueur économique de la ville, là, check bien ça cet été. C'est le fun, mais le monde à pied magasine peut-être pas autant que le monde en voiture. C'est correct. Moi, je trouve ça bien aussi. Tu sais, je pense qu'il y a une transition à faire pour que nos villes deviennent de moins en moins des villes avec des voitures. On n'aura pas le choix d'un point de vue écologique. Mais sur les interventions puis les manifestants, je veux dire,
il y a un enjeu, là. Puis il y a un véritable problème. Pour les rues piétonnes, moi, tout ce que je demande, c'est libérer les rues parallèles. Si tu fais une rue piétonne, puis tu fais des chantiers sur chaque rue, là, tu dis, vous faites exprès, vous êtes tâche, là, vous êtes mouche à marde, arrêtez. T'sais, mais si tu fais, Isabelle, Alex, si vous faites un U-turn sur la mauvaise rue au mauvais moment, la police de Montréal va être là. Là, tout à coup, elle apparaît. Puis elle te colle, puis elle te donne une étiquette. Mais pour régler des problèmes, mais on moi, cherche la solution. Je vais même te dire, moi, tu sais, on regarde, c'est difficile pour tout le monde, là, la situation, puis on va parler des gens qui sont rendus à vivre dans leur voiture aujourd'hui, là. Mais, tu sais, tu regardes ça, puis c'est vrai qu'on est très taxé. Je veux dire, on en a parlé, ça a fait la une du Journal de Montréal récemment, c'est comme si on le savait pas, là, on le sait, là, on le sait, là. À un moment donné, il faut arrêter de nous le dire parce que c'est anxiogène. Mais à un moment donné, les manifs, ça coûte cher à Montréal. Tous les grands événements, là, tu sais, c'est très, très, très coûteux. En termes, on parle de police, là, le temps supplémentaire des policiers l'année dernière, là, j'ai pas le chiffre ce matin, mais c'était comme vraiment énorme, là, tu sais. Alors, non, mais attends, Isabelle, calcule là-dedans le policier qui change la lumière au coin de la rue, qui est souvent à temps double. Parce que là, il se porte volontaire pour faire ça, puis là, ça t'en double. Moi, au coin de Ontario puis Papineau, tout à coup, apparaît un policier qui change la lumière. Ouais, je veux dire, c'est lui qui règle la circulation, là. C'est lui qui sert de... Non, même pas. Il est juste au poteau, avec la manette dans la main, puis il dit « OK, c'est assez. OK, à droite. OK, à gauche. Hop, attends une minute, j'ai un message, là, puis là, il change pas les lumières parce qu'il est en train de regarder son cellulaire. » c'est la police de Montréal, tout à coup. Mais je suis content que vous ayez ouvert la porte à tout ça, puis je veux absolument qu'on parle. T'as vu, tout est dans tout, Alex, finalement. Tout est dans tout, parce que là, habiter dans son auto, c'est vrai que c'est presque rendu l'option à laquelle on est. Ça, dossier énorme dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Le 1er juillet s'en vient, c'est le tsunami, là, c'est le raz-de-marée. On le voit arriver, on n'a pas de solution, on est juste comme, ça va être terrible, personne n'est capable de se trouver d'appart, tout coûte cher, puis là, vous énumérez tout ce qui coûte cher à une municipalité. Hey, mais nous, au pouvoir, Ben et moi, on règle ça, là. Ouais, mais même si tu réussis, t'es pas locataire, OK, tu t'évites ça, tu deviens propriétaire, mais on se rend compte que, honnêtement, c'est presque pire, puis les taxes municipales qui augmentent avec des services souvent qui diminuent. Montréal, c'est quoi l'année passée? 227 $ d'augmentation moyenne de taxes municipales pour une ville qui, vous le dites, là, offre de moins en moins de services, un réseau de transport en commun qui fait des déficits, a de la difficulté à intervenir avec sa police, c'est pas capable de ramasser des déchets dans les rues et... Je pourrais continuer longtemps, mais je veux pas m'époumoner dans le vide, Benoît. Et on est juste 9% d'augmentation à Montréal, là. En 2 ans, là, 9% d'augmentation pour les taxes. Mais, tu sais, Mme Gagné, dans sa voiture, là, il y a 2-3 leçons là-dedans. Il y a 2 articles dans le journal aujourd'hui. D'abord, il y a « La maison lui coûte une fortune ». Là, c'est les gens qui se disent « Je suis peut-être mieux de louer que de payer, d'avoir une hypothèque, parce qu'avec l'hypothèque, s'ajoute ce que tu as dit, les assurances, les taxes, etc. » Et là, t'as une femme qui a vécu 7 ans avec un type, puis ils se séparent, puis elle se retrouve pratiquement à la rue. On va lui parler à l'émission tantôt. Puis là, je me disais, je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble, tu vis 7 ans avec une personne, puis là, il y a toute la tragédie de la crise du logement, puis France-Hélène Duranceau, tout ce qu'elle avait à répondre à ça, c'est, il y avait juste à investir dans l'immobilier, tu sais. Souvenez-vous, elle avait répondu ça. On dirait que ça se peut pas. Ça se peut pas. Quelle sensibilité. Mais le type avec qui elle habitait, là, tu sais, tu te sépares. Ça veut pas dire que tu pars en guerre. Tu te sépares. Ça marche plus. Mais si tu vois que ton ex-conjointe va vivre dans son char, il n'y a pas un peu d'aide qui peut lui apporter. Tu sais, il y a comme l'isolement aussi là-dedans, là, qui me renverse un peu. Elle se ramasse toute seule. Elle vit dans son char, elle fait des livraisons, même l'essence coûte cher, elle est pognée là, elle se trouve pas de logement, elle veut sauver de l'argent pour l'automne prochain. Je me dis, mais ça va pas bien, là. Ouais, puis les rues vont être pleines de foyers qui se sont pas trouvés de logement. En plus de ça, rendu le 2 juillet, Isabelle, ça va être laid là, dans la région de Montréal, là, honnêtement, puis il y a comme pas de solution.
Non, mais puis ça fait plusieurs étés que c'est comme ça. Là. Puis je pense que la crise du logement qu'on a niée jusqu'à récemment, là, je pense qu'il faut quand même le rappeler effectivement. Ça fait en sorte que les gens savent plus vers qui se tourner. Et, on a vu tout le mouvement de gens qui quittent les grands centres pour aller là où c'est un peu moins cher, c'est-à-dire dans d'autres régions du Québec, là, avec ce que ça entraîne aussi de nécessaires adaptations et tout. Des fois, c'est pour le mieux parce que la ville n'est pas porteuse de bonheur infini forcément. Là, La ville se ramasse aujourd'hui, puis c'est documenté avec tous les travers qu'on peut vivre dans une société, tous les manques. C'est rendu ça, c'est vraiment comme ça. Et puis les villes ont des limites. Sincèrement, j'aurais quasiment envie de plaider aussi pour tous les maires et mairesses. Il va y avoir des rencontres aujourd'hui là. Avec les maires des villes et entre autres sur la question du transport en commun avec Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui va leur donner la moitié de ce qu'ils demandent. C'est sûr qu'en fin de journée, il y a du monde qui vont se plaindre là, parmi les maires et mairesses, mais en même temps, les villes se ramassent avec tous les grands enjeux socio-économiques, on leur dit régler ça. Alors que traditionnellement, on l'a fait la liste de ce que les villes géraient avant. Les poubelles, nettoyer les rues, tondre la pelouse, on tombe plus, on leur disait pas, occupez-vous d'itinérance, occupez-vous du logement social et abordable, occupez-vous des gens qui devraient être dans la violence armée. On demande, éduquez vos citoyens. On disait pas ça, avant, on s'attendait pas à ça des villes. Ouais, gérer le racisme systémique, c'est comme... Gérer tout ça, oui. Valérie Plante se ramasse à l'ONU, parler, sauver la planète, elle a de la misère à sauver son arrondissement. Son arrondissement, Ville-Marie, est en train de s'effondrer, puis elle se promène là, entourée de policiers, puis elle dit « Hey, ça va bien ». Elle se présente dans le métro pour parler d'insécurité un mercredi matin avec les photographes de la presse à sa traîne, puis dans son manteau fuchsia. Là, mais ça va bien. Moi, je suis d'accord avec toi, Benoît. C'est plus la façon qui dérange. Mais ultimement, sur le fond, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, sincèrement? On rit, là, mais si on y était, qu'elle s'occupe de ses oignons. Moi, Ouais. ce que je veux qu'elle fasse, c'est qu'elle s'occupe de ses oignons. Est-ce qu'on l'a entendu sur le campement? Non. Est-ce qu'elle dit... elle dit Montréal est une ville pacifique, je veux bien, mais quand elle l'est pas, vous intervenez pas. Quand t'as oublié la question de la langue. La question de la langue. En plus. T'as vu sur la question de la langue où elle dit que Montréal est une ville bilingue. Fait que là, elle va aller sur le campus de McGill. Là, elle va tu parler anglais? Là, on va lui dire, la mairesse de Montréal parle anglais. Fait que tu comprends? Là, elle va se mettre les deux doigts dans le blender, là, tu comprends? Non, je sais bien. Est-ce qu'elle veut? Moi, je l'imagine, le matin, elle doit dire, oh mon Dieu. Mais là, Benoît, faut lui donner... un troisième mandat. Oui, elle fait forte, hein? Oui, elle fait forte, on la salue. Oui. Mais faut lui donner crédit, hein, Benoît. Son livre va être en français, par contre. Tu vois, bel effort. C'est bon. Ah oui, il va y avoir une version française ou elle l'a écrit en français? Je me pose la question. T'es langue sale, là. Tu vas pas langue sale, on le sait pas. Je fais juste poser des questions, moi, Benoît. Hey, continuons des nouvelles positives, encourageantes, plaisantes, s'il vous plaît. Hein, là, on a parlé du municipal. Là, il nous manquerait... on n'aurait pas pu parler de justice, santé. Allons-y avec l'éducation, hein, l'autre système qui fonctionne bien dans notre société. Ouais. On a beau avoir renouvelé les conventions collectives, on a beau dépenser des milliards de plus, ben ça a l'air que ça réussit pas à garder les professeurs dans la profession. Presque 5000 autres profs qui ont démissionné depuis 5 ans. Tout va très bien. Écoute, ce matin, je voyais ça, puis je me disais, parce qu'on voit de plus en plus de profs démissionnent, puis je vous l'annonce, là, ça ne va pas s'arrêter. Dans la prochaine année, il y aura encore des démissions parce que depuis les 5 dernières années, là où il y a le plus de démissions, c'est l'année dernière. Il y en aura encore cette année. Puis la meilleure preuve, comme tu le dis, Alex, que malgré la dernière négociation collective, c'était pas une question d'argent pour les profs. Et les profs l'ont dit. Les enseignantes l'ont dit. Je dis enseignantes parce que ce sont surtout des femmes là, qui ont manifesté puis qui sont dans ces postes-là, dans les écoles publiques. Sincèrement, vous voyez, 2022-2023, 1258. Moi, j'ai hâte de voir 23-24. Et pourquoi? Parce que ce sont les conditions de travail. Et la dernière négo n'a pas réglé tant que ça la question des conditions de travail. Et donc, l'enjeu reste entier. Et c'était l'écueil à éviter, qu'on n'a pas évité. Moi, je l'ai dit à peu près une fois par semaine dans mes chroniques. Il faut faire absolument, il faut regarder, il faut faire table rase de la façon dont on fonctionne dans nos écoles. Il faut écouter les enseignants qui sont sur la première ligne, puis il faut essayer de voir comment on peut changer les façons de faire.
Et on l'a pas fait. Fait que là, qu'est-ce que tu veux? T'sais, Einstein l'a dit, la folie, c'est refaire tout le temps la même chose puis avoir un résultat différent. Ben, le résultat, on le voit là ce matin. À peu près 76% d'enseignants, la hausse des départs de 76%. Évidemment, pas les contractuels puis les suppléants, parce que eux, justement, ils viennent suppléer, mais les profs, on est là à essayer de trouver des profs. Là, il y a quand même le ministre Drainville qui disait, on va essayer d'avoir au moins un adulte par classe. Moi, cette phrase-là, c'est comme un adulte par classe. Ah, le luxe, hein? Hey, gros luxe, un adulte dans chaque classe pour surveiller des jeunes. Fait que j'ai fait un documentaire là-dessus que vous pouvez voir sur le site de Télé-Québec qui s'appelle La Grande Démission, où il y a des gens qui m'ont dit, ouais, t'exagères un peu, il n'y a pas de phénomène de démission au Québec. Oui, la preuve, en éducation, en santé. Pourquoi? Parce que, puis ça devrait nous inquiéter, c'est là où on met la majorité de nos impôts. C'est les 2 postes qui nous coûtent le plus cher comme citoyens contribuables. Ben oui. Puis les gens quittent parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que c'est pas des conditions de travail possibles. Mais je te relance, Benoît, avec une question là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas trop démonisé les conditions des enseignants? Puis je veux dire, il y a beaucoup de difficultés. Je vais te donner un exemple, OK? Je l'ai, là, Mme Dutrisac a fait... elle est allée dans les classes. Elle a remplacé. OK? Elle était suppléante. Toujours en faisant ses cours pour obtenir le brevet, tout ça, là. Elle a un bac en... Tu sais... le 3 janvier, je vous raconte ça vite, là. Le 3 janvier, vous allez tomber en bas de vos shorts, je vous le dis. Elle est embauchée pour remplacer dans une classe de 6e année pour une période de 10 semaines. Du 8 janvier au 22 mars, présente chaque jour auprès de ses élèves. Puis, tu sais, on a plus que... Elle a donné les cours, là. Mm-hmm. Le 19 mars, 4 jours avant la fin de son contrat, le centre de service scolaire lui écrit pour lui dire que le ministère avait émis une tolérance d'engagement pour son embauche. Et là, tout à coup, avec ça vient le contrat des assurances qu'on me demandait de payer rétroactivement au jour 1 de son embauche. La facture, là, je vous résume ça, là, 954 $. Attends, qu'elle devait payer, elle? Oui, elle fait son contrat et Beneva... Et là, elle a appelé le syndicat, puis le syndicat a dit, c'est parce que la convention n'est pas écrite pour des personnes comme vous. Attends une minute, là. Elle se propose, là. Elle prend pas de contrat, parce qu'elle est recherchiste aussi. J'ai travaillé avec elle sur des séries de télé, elle était au Franc-Tireur avec moi. Elle prend pas de contrat, elle s'en va remplacer, parce qu'il y a une demande 6e année. Elle est là, je pense qu'elle est assez bonne dans ce qu'elle fait. Elle finit son contrat, et on lui dit, tu nous dois 954 $ pour une assurance qu'elle n'a pas utilisée. Elle devait... cet argent-là, c'est qui le demandait? C'était la commission scolaire? C'était le syndicat? C'est qui demandait cet argent-là? C'est le ministère. Le syndicat dit, c'est comme ça, la convention est comme ça. Faut que tu prennes une assurance qui est une assurance de merde en passant, qui couvre à peu près rien. Et Beneva, merci, 954 $ qu'elle doit payer. Elle a travaillé, et à la fin de son contrat, demandez-vous donc si elle a le goût d'y retourner. Clairement que non, c'est sûr que non. Voici sa réponse. C'est comme à un moment donné, ça suffit, tu me niaises-tu? Moi, quand elle m'a dit ça, je pensais qu'elle faisait une blague. Puis là, écoute, le contrat est obligatoire, et... Après la fin de son contrat, elle est obligée de demeurer sur les assurances collectives pendant 120 jours supplémentaires qu'elle doit payer. What? Oui. Ça, Drainville, il répond pas à ça. Ouais. Le syndicat dit, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, puis ils font pas d'exception pour personne, eux autres, non, c'est écrit, donc... c'est même pas une question de faire des exceptions, c'est juste une question d'être non, mais de toute façon, est-ce que tous les profs suppléants ont ce genre d'assurance à payer? Absolument. C'est obligatoire. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Puis c'est une assurance, pourquoi? Si jamais il arrive, c'est une assurance santé, c'est une assurance travail, CNESST. Normalement, quand tu travailles, tu as CNESST. Bon, évidemment, tu sais... Ils n'ont pas de dentaire, là, je pense. Mais... Écoute, il y a quelque chose à fouiller là, Benoît, là. C'est assez aberrant, parce que après, on va se demander pourquoi on ne trouve pas de monde, tu sais. Mais tu sais, je veux pas amener... Tu sais, ce qui arrive ici, là, c'est la vie privée. Et ce qui arrive là, ça arrive peut-être à d'autres, tu comprends? Exactement. Ouais. Exactement. Ça s'applique à elle, ça s'applique à tous les profs qui ont des contrats et je pense qu'ils ont fait 10 000 $ pour la durée du contrat,
puis là, on leur envoie une facture à la fin du contrat. Hey, ils vont aller travailler ailleurs, là. C'est pas compliqué. Ah, écoute, je pense que tu tiens vraiment quelque chose, Benoît, honnêtement, là, sans Ouais, rentrer, vraiment, comme là. tu le dis, dans la vie de Mme Dutrisac directement. C'est peut-être un cas de figure qu'il faut commencer par étudier, parce que là, surtout, là, les assurances obligatoires à coût de grosses factures pour des gens qui viennent remplacer quand on en a besoin. J'ai juste le goût de dire allô. Allô. Isabelle, Benoît, toujours intéressant. On se reparle toute la semaine. Puis À Isabelle, demain, c'est les toi qui amis. remplaces Mario ce soir pour le reste de la semaine. Merci. Voilà. Bonne journée. Merci à vous Bye, à deux. demain. Bonne journée.